J'ai vu ma femme avec un autre homme à une fête, n'ai rien dit, suis parti silencieusement au matin, elle s'est effondrée en larmes. J'ai su que quelque chose n'allait pas dès l'instant où la musique s'est arrêtée, car j'étais le seul à l'avoir remarqué. Tous les autres continuaient de parler, de rire, de boire, de danser comme si les haut-parleurs n'avaient pas soudainement cessé en plein refrain. Mais pour moi, le silence soudain a frappé comme un coup de semonce. Non pas à cause du silence lui-même, mais parce que je pouvais enfin l'entendre. Ma femme l'est à rire, pas son rire normal, celui qu'elle utilise à la maison quand je brûle accidentellement encore le toast et qu'elle m'appelle son petit désastre. Non, celui-ci était différent, plus aigu, plus éclatant. Un genre de rire qu'elle n'avait pas eu avec moi depuis des mois. Il flottait de l'autre côté de la maison. Et même s'il y avait au moins 50 personnes entre nous, mes oreilles se sont fixées sur lui comme un chien de chasse pathétique désespéré d'affection. J'ai essayé de me dire de ne pas trop y penser, mais trop penser est en quelque sorte ma personnalité entière. S'il y avait des médailles olympiques pour imaginer les pires scénarios, je serais sur le podium. J'ai traversé la foule, m'excusant toutes les 3 secondes parce que l'épaule de quelqu'un me frôlait ou que je marchais près du pied de quelqu'un. Au moment où j'ai atteint le couloir, mon rythme cardiaque était plus fort que la musique qui a soudainement repris. Son rire est revenu, cette fois suivi d'une voix d'homme, une voix grave. J'aurais aimé dire que je me suis retourné, que j'ai respecté son intimité, que je n'étais pas ce mari insécure et tremblant qui avait besoin de preuves de ce qu'il craignait déjà. Mais j'ai continué à marcher lentement, silencieusement, comme un détective tragique dans un film qui connaît déjà la fin, mais insiste pour la voir se dérouler quand même. À mi-chemin du couloir, un groupe de personnes a éclaté d'une chambre derrière moi, me faisant si peur que j'ai laissé tomber ma boisson. Elle a éclaboussé partout sur le sol et sur mes chaussures, mais personne ne l'a remarqué. Personne ne remarque jamais quand je m'effondre. Sa voix est revenue, plus proche maintenant. Puis je l'ai vue. Pas à travers une porte entr'ouverte, pas à travers des ombres, pas par accident. Je l'ai vue parce qu'ils n'ont pas pris la peine de se cacher. La fête avait un petit balcon intérieur, une sorte de surplomb au-dessus du salon. Et là, elle était, appuyée contre la balustrade, penchée vers lui. Sa main était posée près de sa tête comme s'ils étaient les personnages principaux d'un terrible drame romantique. Elle ne se retirait pas. Elle n'était pas prise dans un malentendu. Elle le regardait comme elle me regardait avant que la vie ne se transforme en facture et en corvée et qu'elle ne dise qu'elle était trop fatiguée pour la connexion. Et moi, comme l'absolu faible que je suis resté là à regarder pendant que ma tasse goûtait sur ma chaussette. Pendant un instant, je jure qu'elle m'a senti. Ses yeux ont glissé par-dessus son épaule. Et même si elle n'a pas rencontré mon regard directement, quelque chose dans son expression a vacillé. Culpabilité, panique, ou peut-être juste l'agacement que son mari soit toujours à la même fête, qu'elle quittait émotionnellement. Je ne les ai pas confrontés. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas éclairci ma gorge. Je me suis juste éloigné, suis descendu les escaliers, suis sorti par la porte d'entrée, devant 2 hommes ivres qui se disputaient pour savoir quelle voiture bloquait l'allée. J'ai marché jusqu'à ce que la musique s'estompe complètement, jusqu'à ce que le froid atteigne enfin ma poitrine, jusqu'à ce que la réalité de ce que j'ai vu pèse plus lourd que mes propres jambes. À minuit, elle m'avait envoyé un message une fois. Où as-tu disparu? À 2 heures du matin, 3 fois, s'il te plaît, réponds. Nous devons parler. À 4h17 du matin, le dernier est arrivé. Les mots tremblants et inégaux. S'il te plaît, rentre à la maison. Je ne savais pas que tu étais là. Je n'ai pas voulu que ça ait l'air comme ça. S'il te plaît, Laurent. Et au moment où le soleil s'est levé, j'ai eu des nouvelles de sa sœur. Léa pleurait depuis des heures. Mais je n'avais pas dit un seul mot. Pas encore. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai juste conduit sans but précis. À travers des parkings vides, à travers des quartiers que je ne reconnaissais pas. J'ai même dépassé notre ancien appartement, le premier où Léa et moi avons vécu après notre mariage. Je me suis assis devant pendant 20 minutes à regarder le bâtiment comme s'il contenait une sorte de réponse. Mais bien sûr, il n'en contenait pas. Tout ce qu'il contenait, c'était des souvenirs. Je ne savais pas qu'il pourrissait déjà. Au lever du soleil, je me suis retrouvé dans un restaurant juste à côté de la route 41. Un de ces vieux avec des banquettes rouges craquelées et des serveuses qui vous appellent, mon chou, même si vous avez l'air d'un mort.
Je devais avoir exactement l'air de ça parce que la femme derrière le comptoir n'a même pas demandé ma commande. Elle m'a juste versé du café, m'a glissé une assiette de pain grillé sec et a dit « Nuit difficile ?» J'ai hoché la tête une fois, et c'était tout ce que je pouvais supporter de parler. Pendant ce temps, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer dans ma poche. Je ne l'ai pas regardé. Je savais déjà ce qui m'attendait. Des appels manqués, plus de SMS, et probablement un paragraphe soigneusement élaboré essayant d'expliquer que ce n'était pas ce que ça semblait être. C'est toujours ce qu'ils disent, n'est-ce pas? Même quand c'est exactement ce que ça semblait être. J'ai commencé à rejouer la nuit encore et encore dans ma tête, me torturant. Chaque instant, chaque rire qu'elle lui donnait. La façon dont sa main était au-dessus de son épaule comme s'il possédait l'air qu'elle respirait. Et la façon dont elle a regardé en arrière, pas surprise, pas embarrassée, juste consciente. Vous savez ce qui était le pire? Je n'avais même pas de colère. Pas de vraie colère. J'avais de la honte. J'avais de l'humiliation. J'avais cette douleur creuse et râpante dans ma poitrine comme si j'étais juste un figurant dans sa vie. Pas le mari à qui elle avait promis l'éternité. Et peut-être que j'avais été ce figurant depuis un moment. Mais j'avais trop peur de demander, trop peur d'ouvrir cette porte et de trouver la pièce vide. Quand je suis finalement rentré chez nous, les lumières étaient allumées. Toutes. Comme si elle pensait que cela me ramènerait plus vite. Léa était assise sur les escaliers pieds nus, toujours dans sa robe de soirée. Son mascara était étalé et ses yeux étaient rouges, tout comme sa sœur l'avait dit. Elle s'est levée dès que j'ai ouvert la porte. « Laurent, s'il te plaît » a-t-elle commencé. Mais j'ai levé la main. Juste une main. C'est tout ce qu'il a fallu pour la faire taire. Je l'ai dépassée, j'ai posé mes clés sur la table du couloir et je me suis dirigé directement vers la chambre. Elle a suivi, me suppliant d'écouter, disant que ce n'était pas ce que je pensais, qu'elle parlait juste, qu'il était ivre, qu'elle ne savait même pas que j'étais encore à la fête. Tout cela s'est brouillé en une longue excuse qui ne signifiait rien parce qu'elle avait déjà fait le choix avant même que je ne le voie. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté de choses. Je ne lui ai pas demandé d'expliquer ce qu'elle faisait pressée contre un homme qu'il avait un jour qualifié de dangereuse d'une bonne manière dans un message de voyage d'affaires. J'ai juste ouvert le placard, attrapé la première valise que j'ai trouvée et j'ai commencé à faire mes bagages. Pas tout, juste ce dont j'avais besoin. C'est laquelle a craqué. Vas-tu sérieusement partir sans même m'écouter? Sans même te battre pour ça? Cela m'a brisé, me battre? Je me battais pour ce mariage seul depuis des mois pendant qu'elle dérivait plus loin dans son travail, dans son téléphone, dans la fantaisie qu'elle construisait qui ne m'incluait pas. Et maintenant que je partais enfin, maintenant j'étais celui qui ne se souciait pas assez. Je me suis tourné vers elle et j'ai dit de la voix la plus calme que je pouvais gérer, « Si tu voulais que je me batte pour toi, tu n'aurais pas dû passer toute la nuit à flirter avec quelqu'un qui voulait me remplacer. » Elle a essayé de me prendre la main. Je l'ai retirée. Au moment où je suis sorti avec mon sac, elle était par terre dans le couloir, en pleurs. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Pas une seule fois. Je me suis enregistré dans un motel en bord de route à environ 40 minutes de la maison. Le genre avec des lumières bourdonnantes et une carte clé en plastique qui fonctionnait à peine. La moquette sentait le carton mouillé et la déception. Mais c'était calme. C'est tout ce dont j'avais besoin. Le calme. Pas de voix, pas de questions, pas de fausses excuses, juste le silence. Je me suis allongé sur le matelas bosselé, toujours entièrement habillé, à regarder les taches d'eau au plafond. Mon téléphone chargeait sur la table de nuit, mais je ne l'ai pas touché. Même quand il s'est allumé encore et encore. Je n'avais pas besoin de lire ces mots pour savoir ce qu'il disait. J'avais été marié à elle assez longtemps pour prédire son rythme. Culpabilité, déviation, panique, blâme, marchandage, larmes, tout était scénarisé. Je ne pouvais pas pleurer. Je voulais. Je voulais tout laisser sortir et m'effondrer dans un désordre de sanglots comme on voit dans les films quand le gars découvre que sa femme est amoureuse de quelqu'un d'autre. Mais je n'ai pas pleuré. Mon corps a juste refusé. C'était comme si chaque émotion en moi s'était repliée en une petite boule serrée et s'était enterrée derrière mes côtes. Vers 2 heures du matin, on a frappé à la porte du motel. Mon cœur s'est arrêté une fraction de seconde. J'ai pensé, non, elle ne m'a pas trouvé. Je me suis levé lentement,
j'ai marché jusqu'à la porte et j'ai regardé par le Judas. Personne. Je l'ai ouverte à peine et je n'ai trouvé que de l'air froid et un sac d'épicerie en plastique posé sur le paillasson. À l'intérieur, une brosse à dents, 2 barres granola, un déodorant format voyage et une note écrite de sa main qui disait « Je sais que j'ai foiré. S'il te plaît, prends soin de toi. » Elle m'avait suivi, ou traqué, ou deviné. Quoi qu'il en soit, elle était venue. J'ai laissé le sac là où il était, j'ai fermé la porte et je l'ai de nouveau verrouillé. Le lendemain matin, j'ai rallumé complètement mon téléphone. 28 messages non lus. 6 messages vocaux. Une photo de sa sœur de Léa recroquevillée sur notre canapé, enveloppée dans la couverture que j'utilise habituellement, les yeux gonflés et fermés, mais cela ne changeait rien. Puis est venu le rebondissement auquel je ne m'attendais pas. J'ai reçu un SMS, pas de Léa, de quelqu'un d'autre. Il disait simplement « Je pense que tu devrais savoir. Tu n'es pas fou. Vérifie tes emails. » Pas de nom, juste un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai ouvert mon email et ce que j'ai vu m'a fait tordre l'estomac. Capture d'écran, photos, horodatées, toutes montrant des messages entre Léa et Rémi. Des chats privés, non liés au travail, non amicaux, de la pure infidélité émotionnelle, et plus encore. Des plans pour se rencontrer en dehors du travail. Des blagues sur moi. Des conversations sur le fait que je ne le remarquerais pas et comment elle se sentait à nouveau vivante. La pire, une photo d'eux ensemble dans sa voiture il y a une semaine. Il était sur le siège passager. Elle souriait. J'ai fixé cette photo jusqu'à ce que mon écran s'éteigne. Ce n'était pas juste une erreur à une fête. C'était une trahison de longue date. Elle n'a jamais été prise sur le fait. Elle a juste été surprise que le rideau se lève. Et maintenant j'avais des preuves. Des preuves réelles et indéniables. Et soudain, toute cette torpeur a commencé à fondre en quelque chose d'aigu, de froid, quelque chose qui n'était plus seulement de la tristesse. C'était de la détermination. Je ne me suis pas précipité pour répondre. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas transféré les captures d'écran. Je ne l'ai même pas confronté. Pas encore. Pour la première fois depuis que ce cauchemar a commencé, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Le contrôle. Un contrôle calme et stable. Comme si les rouages de mon esprit avaient enfin cessé de caler et avaient commencé à tourner. J'ai regardé cet email une douzaine de fois, mémorisant chaque ligne. Les messages n'étaient pas seulement cruels, ils étaient détaillés. Elle lui disait des choses que je pensais sacrées entre nous. Elle plaisantait sur la façon dont je pliais toujours le linge comme un raton laveur confus. Elle disait que j'étais trop lourd émotionnellement, que j'aspirais la joie d'une pièce, qu'elle souhaitait l'avoir rencontrée en premier, que peut-être elle était destinée à plus. Cette phrase m'est restée le plus. Destinée à plus, comme si j'étais moins, comme si j'étais un détour sur son chemin vers quelqu'un de plus excitant. Mais au lieu de sombrer, j'ai fait quelque chose qu'elle n'attendrait jamais. J'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialisé dans les divorces. Pas un dramatique, juste une consultation calme et tranquille. Un homme nommé Henri avec une voix douce et un bureau très organisé. Il m'a dit mes droits. Il m'a guidé à travers le processus. Il m'a expliqué ce que je devrais rassembler et comment me préparer. Puis je suis rentré chez moi, non pas pour me réconcilier, mais pour observer. Léa n'était pas là quand je suis arrivé. Sa voiture était partie. Son téléphone ne répondait pas. Et son tiroir de maquillage dans la salle de bain semblait avoir été fouillé. Pendant une seconde, je me suis demandé si elle était allée le voir. Peut-être qu'elle l'avait fait. Peut-être que c'était exactement ce dont j'avais besoin qu'elle fasse. J'ai ouvert mon ordinateur portable, créé un nouveau dossier et l'ai intitulé « Réalité ». À l'intérieur, j'ai déposé chaque capture d'écran, chaque image, chaque SMS. Puis j'ai commencé à collecter des relevés bancaires, des journaux d'appels téléphoniques, des enregistrements GPS. Non pas parce que je voulais me venger. Non pas parce que j'essayais de l'humilier, mais parce que j'étais enfin prêt à arrêter de faire semblant de ne pas savoir qui elle était devenue. À 23h17, la porte d'entrée s'est ouverte. Je suis resté assis dans la salle à manger, les lumières tamisées, l'ordinateur brillant devant moi. Elle a gelé en me voyant. Le mascara était de retour, ses lèvres peintes, un parfum lourd.
Elle avait essayé de se transformer en quelqu'un qui me manquerait. Mais je n'étais pas dupe. Salut, dit-elle, d'une petite voix. Je ne pensais pas que tu serais là. J'habite ici, dis-je. Ma voix n'a même pas tremblé. Elle s'est approchée. Laurent, je suis désolé. J'ai pensé à tout. Et j'ai vu les messages, l'interrompis-je. Elle a arrêté de marcher. J'ai vu le souffle lui couper la poitrine. Quel message, Rémi? Ceux où tu disais que tu souhaitais que je disparaisse. Ceux où tu me traitais de fantôme. La photo dans la voiture. Celle avec ta main sur sa jambe. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Elle avait l'air de quelqu'un à qui on venait de retirer l'oxygène de la pièce. Je ne voulais pas dire ces choses, a-t-elle finalement murmuré. C'était stupide. J'étais confuse. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Elle n'était pas confuse. Elle était prise au piège. Et maintenant, elle cherchait le scénario, essayant de se souvenir comment me faire passer pour le méchant parce que je ne lui pardonnais pas assez vite. J'ai rencontré un avocat, dis-je, en regardant la couleur s'échapper de son visage. Je ne suis pas ici pour me battre. Je suis ici pour finir. Ses genoux ont fléchi et elle s'est assise à la table en face de moi comme si c'était la première fois qu'elle réalisait qu'elle pourrait réellement tout perdre. Ses mains tremblaient. Sa voix s'est brisée. Elle a murmuré, « Tu ne peux pas vouloir dire ça. » Mais oui. Et j'étais calme, terriblement calme parce que cette fois, je ne quittais pas la maison en silence. Cette fois, c'est elle qui partirait. Elle n'a pas pleuré tout de suite. Cela m'a surpris. Je m'attendais à ce que les larmes coulent dès que j'aurais mentionné l'avocat, mais au lieu de cela, elle est restée assise là, à regarder comme si elle essayait de comprendre à quel point c'était réel. Peut-être que ça n'avait pas encore coulé. Peut-être qu'elle pensait que c'était une tactique d'intimidation, quelque chose pour la culpabiliser et la ramener à faire semblant qu'elle m'aimait toujours. Mais je ne bluffais pas. Pas cette fois. J'avais passé trop de temps en arrière-plan de mon propre mariage. Trop de temps à m'accrocher à quelqu'un qui avait clairement lâché prise des mois auparavant. Alors je n'ai rien dit de plus. J'ai juste attendu. Finalement, elle a murmuré, « Tu vas vraiment tout gâcher ?» Juste comme ça. Cette phrase a cassé quelque chose en moi. Comme si c'était moi qui gâchais tout. Comme si je n'avais pas passé la dernière année à essayer de maintenir les choses ensemble pendant qu'elle s'évanouissait lentement derrière des SMS tardifs, du rouge à lèvres qu'elle ne portait plus pour moi, et des absences émotionnelles qu'elle qualifiait de simple fatigue. Je l'ai regardée et j'ai dit, « Je ne gâche rien. Je lâche prise de quelque chose qui m'a déjà quitté. » Ses yeux ont commencé à s'embuer alors et j'ai pu voir la peur commencer à s'installer. Elle a essayé de changer le récit, bien sûr. A dit que Rémi était une erreur, qu'il ne signifiait rien. Que c'était tout émotionnel, jamais physique, que j'avais tout mal interprété. Elle m'a supplié de croire qu'elle était juste perdue, pas infidèle. Mais la capture d'écran disait le contraire. Ces mots n'étaient pas un dérapage d'un soir. C'étaient des graines qu'elle avait plantées et nourries dans mon dos. Elle lui avait donné la version d'elle-même qu'elle me donnait auparavant. Et pire encore, elle l'a laissé se moquer de moi. Cette partie a brisé quelque chose en moi que je ne savais même pas encore fragile. Elle m'a suivi dans la maison pendant que je mettais plus de mes affaires dans des cartons. Elle n'arrêtait pas de dire, « Nous pouvons arranger ça », encore et encore comme un chant, comme si elle pouvait le transformer en vérité si elle le disait assez. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas éclaté. J'ai juste bougé. Mécanique, concentré. Chaque tiroir que j'ouvrais me rappelait quelque chose de simple. Nous partagions une paire de chaussettes. Nous portions tous les deux les menus à emporter avec nos notes gribouillées, le Polaroid de notre premier voyage de camping. Elle se tenait dans l'embrasure du placard pendant que je retirais mes chaussures de sous le lit et a dit, « Tu ne vas même pas essayer. » Et j'ai dit, « Tu n'as pas essayé, Léa. Tu as déjà choisi de ne pas le faire. » C'est alors que sa voix s'est brisée en une tonalité plus aiguë et elle a crié, « Il ne signifiait rien. » Je me suis tourné vers elle lentement et j'ai dit, « Alors pourquoi lui as-tu envoyé des SMS pendant 5 mois et as-tu cessé de m'envoyer des SMS ?» Cela l'a réduite au silence. Elle n'avait pas de réponse à cela. Aucune défense pour la profondeur de la trahison. Et le pire, je savais que si je ne l'avais pas vue, elle aurait juste continué,
garder les devis, me garder dans le brouillard tout en lui donnant la lumière. Plus tard cette nuit-là, après avoir chargé le dernier carton dans ma voiture, elle se tenait près de la porte pieds nus, les bras enroulés autour d'elle-même comme si cela l'empêcherait de s'effondrer. Elle a demandé, « C'est vraiment comme ça que ça se termine ?» Je l'ai regardé et j'ai dit, « Non, ça s'est terminé la nuit où tu lui as souri comme si j'étais invisible. C'est juste la partie où j'accepte enfin. » Je suis sorti, j'ai fermé la porte derrière moi et je n'ai pas regardé en arrière. Pas cette fois. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne sait toujours pas, c'est que j'ai laissé quelque chose derrière moi. Une petite clé USB cachée sous l'évier avec tout, chaque message, chaque photo, chaque horodatage au cas où elle essaierait un jour de réécrire l'histoire parce que je la connais et elle le fera. 2 jours se sont écoulés avant qu'elle n'apparaisse à la porte de mon motel. Il était juste après 19h et j'étais resté assis au même endroit pendant des heures à ne rien faire d'autre que de faire défiler des annonces d'appartements que je ne pouvais pas me permettre et de manger des céréales sèches dans une tasse à café. Le coup était doux, presque apologétique. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je savais que c'était elle. Je crois que je l'ai sentie approcher avant même d'entendre les pas sur le parking. Quand j'ai finalement ouvert la porte, elle était là, portant le vieux sweat à capuche que j'avais laissé. Son visage pâle, ses lèvres tremblantes, le mascara étalé par les larmes qu'elle n'avait clairement pas fini de pleurer. Elle n'a pas parlé au début, elle m'a juste regardé comme si elle essayait encore de se convaincre que j'étais réel et non pas seulement un fantôme qu'elle avait inventé pour se sentir coupable. Quand elle a finalement dit quelque chose, c'était à peine un murmure. Puis-je juste parler ? Je n'ai pas dit non. J'aurais dû. J'aurais dû fermer la porte à ce moment-là, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis écarté et elle est entrée comme une étrangère dans un endroit qu'elle appelait autrefois chez elle. Elle s'est assise sur le bord du lit du motel comme s'il pouvait s'effondrer si elle s'appuyait trop fort. Ses yeux ont scanné la pièce, s'arrêtant sur le sac de sport à moitié rempli, le bloc-notes légal ouvert plein de notes de divorce, le récipient de nourriture intouché à côté de la poubelle. Puis elle s'est tournée vers moi et a dit la seule chose que je ne m'attendais jamais à entendre. Il n'était pas le seul. J'ai eu l'impression que la pièce s'inclinait de côté, comme si la gravité avait basculé. J'ai dû m'asseoir. Elle a commencé à parler trop vite, comme si elle essayait de tout dire avant de perdre son courage. Il y avait un autre homme avant Rémi. Quelqu'un de la salle de sport. Juste une fois, a-t-elle dit. Cela ne signifiait rien, a-t-elle ajouté. Comme si cela rendait les choses meilleures. Je suis resté assis, agrippant la coudoir de la chaise si fort que mes doigts sont devenus engourdis. Elle a pleuré, s'est excusée, a dit qu'elle avait peur que je sois devenu trop sûr, trop prévisible, trop disponible, comme si c'était des défauts. Elle a dit quelque chose alors qui me hante encore maintenant. Elle a dit, je n'ai pas trompé pour te remplacer. J'ai trompé pour ressentir quelque chose à nouveau. Comme si cela la rendait courageuse. Comme si m'arracher le cœur était une sorte d'exercice de croissance personnelle. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien cassé. Je lui ai juste posé une question. Alors, qu'est-ce que tu ressens en ce moment ? Elle n'a pas répondu. Elle s'est juste effondrée complètement. S'est recroquevillée sur le lit, sanglotant dans ses mains comme si elle était la victime dans tout ça. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté assis dans la voiture sur le parking, les vitres embuées, les mains sur le volant, rejouant sa confession encore et encore. Pas seulement les mots, mais à quel point elle semblait engourdie en les disant, comme si elle avait déjà tout traité et ne faisait maintenant que nettoyer le désordre. Le lendemain matin, je lui ai dit de partir. Elle n'a pas discuté. Elle est sortie de la chambre du motel sans demander une autre chance. Et j'ai réalisé quelque chose qui a frappé plus fort que l'affaire elle-même. Elle n'était jamais venue pour me reconquérir. Elle était venue pour se décharger, pour confesser, pas pour reconstruire. Elle a pu pleurer. Elle a eu une forme de clôture. Et j'ai eu le silence. Le genre qui ne guérit pas. Le genre qui vous ronge par vagues quand vous vous brossez les dents ou essayez de vous souvenir où vous avez laissé vos clés ou faites la queue à l'épicerie en vous demandant si la femme devant vous aurait fait la même chose si elle avait épousé un homme comme moi. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle pendant une semaine. Pas un seul appel, pas de SMS, pas de paragraphe en pleine nuit ou de fausses urgences pour me ramener. Juste 7 jours de silence. Et peut-être que cela aurait dû ressembler à un soulagement.
Peut-être aurais-je dû être fier d'elle de respecter enfin les limites après avoir fait exploser notre mariage comme une expérience scientifique ratée. Mais au lieu de cela, je me suis retrouvé à me réveiller à 3 heures du matin avec son nom toujours posé comme une pierre sur ma poitrine. Non pas parce qu'elle me manquait, mais parce que le silence rendait trop facile d'oublier que tout cela avait été réel. Et puis, le 8e jour, mon téléphone a sonné, mais ce n'était pas elle. C'était sa mère. J'ai failli ne pas répondre. J'ai hésité devant l'écran pendant 10 bonnes secondes, les pouces tremblants, le cœur battant à tout rompre. Quand j'ai finalement décroché, tout ce que j'ai entendu, c'est « Laurent, je pense que tu devrais passer à la maison. » Notre maison, toujours la sienne techniquement. Je n'y étais pas retourné depuis mon départ. Je ne voulais pas. Je n'avais pas besoin de voir notre photo de mariage retournée, ou les manières du frigo que je réarrangeais par ennui, ou le canapé que nous avions acheté ensemble après 5 disputes dans 3 magasins de meubles. J'avais construit une paix fragile entre les murs de mon motel, et je ne voulais pas qu'elle soit brisée. Mais la voix de sa mère n'était pas normale, alors j'y suis allé. Quand je me suis garé dans l'allée, j'ai remarqué que la voiture de Léa n'était pas là. C'était le premier signal d'alarme. Elle n'était allée nulle part sans cette voiture depuis des années. Sa mère a ouvert la porte avant même que je ne puisse frapper. Elle était pâle, pas en deuil, pas brisée, juste vide. Elle est partie, a-t-elle dit sans préambule. J'ai cligné des yeux. Que veux-tu dire, partie ? Elle a fait 2 sacs, a laissé une note et a disparu. La pièce a de nouveau tourné. C'était devenu une habitude chez elle, larguer des bombes émotionnelles, puis disparaître avant que la fumée ne se dissipe. J'ai demandé où elle était allée, et sa mère m'a juste tendu la note. Elle était griffonnée au dos d'une facture de service public, écrite à l'encre bleue. Le genre d'écriture précipitée et frénétique que Léa n'utilisait que lorsqu'elle était dépassée ou qu'elle se mentait à elle-même. Elle disait, « Je ne sais pas comment arranger tout ça. Je suis désolé d'avoir détruit ce que nous avions. Je pensais vouloir la liberté, mais ça ressemble à de la noyade. S'il te plaît, ne me hais pas pour toujours. Léa. » Je ne savais pas quoi ressentir. Peur, colère, espoir, rien ne correspondait. Je relisais le mot « liberté » encore et encore comme s'il contenait une sorte de sens secret. Elle avait appelé Rémi « liberté ». Elle avait appelé le fait d'être avec moi « sûr ». Ce qu'elle n'a jamais réalisé, c'est que je lui ai tout donné sans laisse. Elle n'était pas en cage. Elle était protégée et elle a confondu cela avec le fait d'être piégée. Plus tard dans la journée, j'ai appris d'une de ses amies qu'elle avait été licenciée de son travail. Rémi avait été muté. Code pour discrètement pousser vers la sortie. Les ressources humaines s'étaient impliquées. Quelque chose à propos d'un comportement inapproprié lors de fonctions professionnelles. Elle ne m'avait rien dit de tout ça, probablement parce que cela aurait signifié admettre que son nouveau plan d'évasion brillant avait complètement implosé. Elle avait brûlé la maison pour poursuivre une fantaisie, et maintenant elle errait dans les cendres, prétendant être libre. Cette nuit-là, pour la première fois depuis que tout s'était effondré, je me suis tenu au milieu de notre chambre vide et je n'ai ressenti que du calme. Froid, clair, calme. J'ai ouvert le tiroir à côté du lit et j'ai sorti la clé USB que j'avais cachée. Celle avec toutes les captures d'écran, toutes les preuves. Je l'ai tenue dans ma main pendant un long moment, puis je l'ai remise parce que j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais plus besoin de preuves. Elle avait fait le travail pour moi. Il m'a fallu un certain temps pour admettre que je ne la haïssais pas. C'était la partie qui rendait la guérison plus difficile. Vouloir la haïr, en avoir besoin, mais rester vide. La trahison avait été profonde. Oui. Mais sous toute la confiance brisée et les mensonges murmurés, je me souvenais encore de la fille que j'aimais autrefois. Celle qui dansait une fois avec moi pieds nus dans le salon après qu'une tempête ait coupé l'électricité. Celle qui me laissait des post-it sur le frigo disant « Je crois en toi ». Même quand je ne croyais pas en moi. Je ne pouvais pas la haïr, mais je ne pouvais pas non plus la sauver. Les semaines ont passé. Puis les mois et lentement le poids de ce qu'elle avait fait a commencé à se lever. J'ai cessé de me réveiller avec son nom dans la gorge. J'ai cessé de scruter les foules à la recherche de son rire. J'ai même cessé de vérifier ses réseaux sociaux, ce qui était plus important que cela n'y paraît. Je me suis donné la permission de lâcher prise, une respiration douloureuse à la fois. Et puis quelque chose d'étrange est arrivé.
J'ai recommencé à rire. Pas le rire forcé que l'on affiche devant des collègues ou les petits rires polis que l'on offre dans des conversations gênantes. Un vrai rire. Le genre qui surgit de nulle part quand la vie vous prend au dépourvu et vous rappelle qu'elle n'en a pas fini avec vous. Cela a commencé par de petites choses. Un corgi déguisé pour Halloween. Une voiture mal garée avec un autocollant, cloué le pare-choc. Un enfant dans un café qui a demandé bruyamment à sa mère si les adultes faisaient aussi caca leurs sentiments. Et juste comme ça, j'ai réalisé que le monde n'avait pas cessé de tourner juste parce que le mien s'était fissuré en deux. J'ai trouvé un nouvel appartement. Rien de fantaisiste, juste un petit appartement au 3e étage avec trop de soleil et un balcon qui grince. Mais c'était le mien. Chaque coin, chaque étagère, chaque moment de pétard dans la nuit. Je l'ai rempli de meubles d'occasion et d'espoir de première main. J'ai même accroché des œuvres d'art, de l'art médiocre, mais cela me faisait sourire et cela ressemblait à un progrès. J'ai commencé une thérapie. Je n'ai rien dit à personne, pas même à mes amis. Je m'asseyais simplement dans une pièce calme une fois par semaine et laissais un étranger m'aider à rassembler toutes les parties de moi-même que je pensais avoir perdues. Et chaque fois que je partais, je me sentais un peu plus léger, un peu plus entier. Puis un samedi matin, en faisant la queue dans un café-librairie, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelait Élise. Elle a laissé tomber le couvercle de son café et je l'ai instinctivement ramassé pour elle. Elle a souri et a fait une blague sur sa maladresse. J'ai ri et quelque chose dans ma poitrine n'a pas fait mal. Nous avons parlé pendant 15 minutes et avons fini par nous promener dans les allées comme de vieux amis. Nous n'avons pas parlé de douleur, de trahison ou d'ex. Nous avons parlé de livres, de voyages en voiture préférés, de l'odeur des gaufres fraîches et de la raison pour laquelle les chats semblent toujours vous juger. C'était simple, sans complication, et pour une fois, je n'avais pas l'impression de retenir mon souffle. Nous avons échangé nos numéros. Je n'attendais rien. Je ne cherchais pas un sauvetage. Mais ce que j'ai trouvé, c'est un rappel qu'il y a encore du bon là-bas. Encore des gens qui ne parlent pas à moitié. Encore des moments qui ressemblent à une lumière chaude plutôt qu'à un brouillard froid. Léa n'est jamais revenue. Et c'est bien. Je pense qu'elle est quelque part. Toujours en train d'essayer de comprendre qui elle est sans moi. Et j'espère sincèrement qu'elle y parviendra. Quant à moi, j'ai enfin cessé de demander pourquoi. Parce que j'ai commencé à vivre dans le « et maintenant ?»